Mathieu Renard avait 41 ans. Il enseignait l'histoire dans un lycée de Lille depuis 15 ans. Il rentrait chez lui le vendredi soir avec 2 vinyles sous le bras et l'odeur du tableau noir encore sur ses vêtements. Son corps, il le disait souvent, était la machine la plus fiable qui existe. Il ne se plaignait jamais. Je suis le docteur Bernard Leroux, et voici l'histoire de Mathieu. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au début, au commencement de quelque chose que la médecine française n'était pas préparée à reconnaître. C'était un mardi de novembre. Mathieu corrigeait des copies à la table de la cuisine. Isabelle, sa femme, a remarqué quelque chose. Ses mains, la façon dont il tenait son stylo, rigide, trop rigide, comme si ses doigts refusaient de se plier naturellement. Elle a posé la question. Il a souri. C'est le stress, Isa, la fin du trimestre. Elle n'a pas insisté, mais elle n'a pas oublié. Si vous avez déjà regardé quelqu'un que vous aimez et su, sans pouvoir expliquer pourquoi, que quelque chose n'allait pas, restez avec moi. 3 semaines plus tard, Mathieu ne pouvait plus fermer complètement le poing gauche. Il a consulté son médecin généraliste. On lui a prescrit des anti-inflammatoires, tendinite probablement. Le froid peut être. Il a pris les médicaments. Il a attendu. La rigidité ne s'est pas améliorée. Elle s'est étendue, lentement, méthodiquement, comme quelque chose qui prenait son temps, qui savait exactement ce qu'elle faisait. La paume de la main gauche, d'abord, puis le poignet, puis l'avant-bras. En décembre, il ne pouvait plus jouer du vinyle. Ses doigts ne répondaient plus assez vite pour sortir le disque du pochette sans le rayer. Ce soir-là, il a laissé Miles Davis sur la table de salon et il n'a rien dit. Isabelle l'a regardé aller se coucher à 20 heures. Elle a su ce soir-là que ce n'était plus le stress. La machine la plus fiable qui existe, c'est ce qu'il disait. Mais quelque chose à l'intérieur avait commencé à se figer. En janvier, Mathieu a été adressé au docteur Arnaud Séverin, rhumatologue au CHU de Lille. Séverin était un homme sérieux, méticuleux, 30 ans de pratique. Il a examiné les mains, les bras, la peau. Il a noté une légère induration cutanée, un durcissement subtil de la peau au niveau des avant-bras. Les analyses sanguines ont montré des anticorps antinucléaires positifs. Le tableau clinique pointait clairement vers une direction. Le diagnostic est tombé sclérodermie systémique, une maladie auto-immune rare, mais connue. Traitement initié, suivi, programmé. Plus A et Séverin n'avait pas tort de chercher là. Avec ce tableau, n'importe quel rhumatologue expérimenté aurait conclu la même chose. C'était la bonne piste. Sauf que c'était la mauvaise maladie. Les semaines ont passé. Le traitement pour la sclérodermie n'a rien changé. Pire, la rigidité a continué sa progression. Elle a gagné les épaules, puis le cou. Mathieu ne pouvait plus tourner la tête complètement vers la gauche. En cours, ses élèves l'avaient remarqué. Il pivotait sur lui-même entier pour regarder le fond de la classe. Il avait commencé à faire des blagues là-dessus. « Votre professeur se transforme en robot. » Il riait. Lui aussi. Mais le soir, seul dans la salle de bain, il regardait ses mains et il ne reconnaissait plus ce qu'il voyait. Dans ma carrière, j'ai appris que le corps raconte toujours la vérité. Ce sont les médecins qui, parfois, écoutent le mauvais chapitre. En mars, Séverine a révisé son diagnostic. Les biopsies cutanées ne correspondaient pas tout à fait au profil de la sclérodermie. La progression était trop rapide, trop symétrique, trop neurologique pour une maladie purement rhumatologique. Nouveau diagnostic provisoire. Syndrome de l'homme raide, peut être, ou une forme atypique de fibromyalgie sévère. Le mot « peut être » revenait souvent dans les consultations. Isabelle notait tout dans un carnet. Mathieu, lui, a pris un arrêt de travail en avril. Il ne pouvait plus écrire au tableau. Ses bras montaient jusqu'à mi-hauteur, puis se bloquaient, comme des volets qui refusaient de s'ouvrir complètement. Il restait assis dans le salon, les après-midi, et regardait par la fenêtre. Sa fille de 8 ans venait s'asseoir à côté de lui. Elle posait sa petite main sur la sienne, rigide et froide. Il ne pouvait pas serrer en retour. Il regardait leurs 2 mains, l'une vivante, l'autre figée, et il ne disait rien. Ce que personne dans cet hôpital ne pouvait encore imaginer,
c'est que la réponse se trouvait déjà dans un dossier que tout le monde avait lu et que personne n'avait vraiment vu. En mai, Mathieu a été transféré en neurologie. C'est là qu'est intervenue Claire Morel, infirmière de nuit dans le service. 34 ans, diplômée depuis 10 ans, discrète mais précise comme une horloge. Ce n'est pas elle qui a fait le diagnostic, mais c'est elle qui a remarqué l'anomalie. Lors d'une nuit de garde, Mathieu a développé une légère fièvre, 38,2 degrés. Rien d'alarmant. Claire est entrée dans la chambre pour prendre ses constantes. Et elle a vu quelque chose d'étrange. Les mains de Mathieu, elles bougeaient. Pas beaucoup, juste quelques millimètres. Mais elles bougeaient. La rigidité, pendant cette fièvre modérée, semblait légèrement diminuer. Claire a noté l'observation dans le dossier. Une ligne, sans y attacher plus d'importance. Cette ligne allait tout changer. Le lendemain matin, pendant la relève, le neurologue de garde a lu la note de Claire sans s'y attarder. Mais Isabelle, qui était là, a demandé à voir le dossier. Elle a lu la ligne. Elle a ouvert son carnet. Elle a feuilleté les pages couvertes de ses notes depuis novembre. Et elle a trouvé une entrée datée du mois de février. Mathieu a semblé aller mieux pendant les 2 jours où il avait de la fièvre, suite à une angine. Elle avait noté ça sur le moment, sans comprendre ce que ça signifiait. Elle a arraché la page et l'a tendue au médecin. Si ce cas vous touche, si vous pensez à quelqu'un qui porte un symptôme inexpliqué depuis des mois, likez cette vidéo. Ça m'aide à continuer ce travail. Le docteur Élodie Marchand, neurologue senior appelé en consultation, a relu les 2 éléments côte à côte. Rigidité musculaire progressive, symétrique, sans cause rhumatologique, clairement confirmée et amélioration temporaire lors d'état fébrile. Son cerveau s'est arrêté sur cette combinaison. Elle a demandé un dosage urgent, un dosage très spécifique. Les anticorps anti-GAD6-5, ce que la médecine appelle une encéphalite auto-immune à anticorps anti-GAD6-5, c'est une attaque silencieuse contre le système nerveux central. Ce sont des anticorps, les soldats du système immunitaire, qui se retournent contre une protéine essentielle des neurones inhibiteurs, la GAD65, glutamate acide décarboxylase. Un nom barbare pour un mécanisme dévastateur. Ces anticorps se comportent comme des saboteurs infiltrés dans une usine. Ils ne détruisent pas les murs, ils bloquent les machines. Ils empêchent les neurones inhibiteurs de fonctionner. Et quand les inhibiteurs se taisent, les muscles ne reçoivent plus l'ordre de se relâcher. Ils se contractent en permanence, progressivement, sans relâche. Le corps ne se pétrifie pas de l'extérieur. Il se pétrifie de l'intérieur, neurone par neurone, ordre par ordre, en silence absolu. La fièvre, elle, perturbait temporairement ces anticorps, modifiait légèrement la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, réduisant transitoirement leur accès aux neurones. Un répit de quelques heures, inexplicable au premier regard, mais une fenêtre, minuscule, suffisante. Les résultats du dosage sont revenus 48 heures plus tard. Taux d'anti-GAD6-5, massivement élevé, des centaines de fois la norme. Le diagnostic, enfin, avait un nom. Syndrome de la personne rigide variante encéphalitique sévère à anticorps anti-GAD6-5. Moins de 200 cas documentés dans la littérature mondiale au moment du diagnostic de Mathieu. Un cas pour plusieurs millions d'individus. Une maladie si rare que même les rhumatologues et neurologues les plus expérimentés pouvaient pratiquer toute leur carrière sans jamais en voir un seul. Séverin n'avait pas échoué par incompétence. Il avait échoué parce que certaines maladies ne ressemblent à rien de connu, parce qu'elles empruntent le masque d'une autre, le temps que quelqu'un pose la bonne question. Le traitement a été initié immédiatement. Immunoglobulines intraveineuses à haute dose, puis plasmaphérèse, une technique qui filtre le sang du patient pour en extraire les anticorps pathologiques, puis immunosuppresseurs au long cours. La réponse n'a pas été immédiate. Le corps de Mathieu avait été verrouillé pendant presque 7 mois. Les muscles avaient développé des rétractions. La rééducation a duré des mois, longue, douloureuse, monotone.
Isabelle était là chaque jour. Elle apportait un vinyle différent. Elle posait le disque sur la tablette de la chambre, sans tourne-disque, juste pour que Mathieu voie la pochette. Une façon de lui dire « Tu reviendras à ça ». Et un matin de novembre, exactement 1 an après qu'elle avait remarqué la rigidité de ses mains à la table de la cuisine, Mathieu a réussi à fermer complètement le poing. Les 2 mains, elle n'a pas crié. Elle a simplement posé sa tête sur son épaule et pleuré en silence. Il ne réenseigne pas encore. Sa motricité fine reste imparfaite, mais il marche. Il tient une tasse. Il peut sortir un vinyle de sa pochette sans le rayer. Ce que cette histoire m'a enseigné, et j'en ai vu des centaines, de cas impossibles, en 40 ans, c'est que les pièces du puzzle sont presque toujours présentes dans le dossier. La ligne écrite par une infirmière de nuit, la note dans le carnet d'une femme qui ne voulait rien oublier, la fièvre passée en février. Ce ne sont pas les données qui manquent. C'est parfois simplement le regard qui sait quoi chercher. Le corps parle, même quand il se fige, surtout quand il se fige. La médecine a des limites. Elles ne sont pas une honte. Elles sont une invitation à regarder plus loin, plus longtemps, avec plus d'humilité. Si le cas de Mathieu vous a questionné, j'ai une autre histoire qui va vous troubler tout autant. Un homme jeune, en parfaite santé, qui a perdu l'usage d'un côté de son corps après un simple fou rire, une maladie que personne ne prenait au sérieux jusqu'au jour où elle a failli le tuer. Cliquez sur la vidéo à côté pour comprendre comment. Ici, le docteur Bernard Leroux. La médecine m'a appris qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière un simple symptôme. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et prenez soin de vous.